Donc bonjour à tous. Merci déjà de vous connecter pour ce webinaire qui est un petit peu différent. Donc il est organisé par le pôle de compétitivité Derby en partenariat avec l'Union des Scopes d'Occitanie et avec le retour d'expérience d'Enercop et de Libriciel. Alors c'est un peu particulier parce qu'il change un petit peu de ce qu'on vous propose habituellement sur le pôle Derby. Là, on a voulu le tourner vers l'innovation sociale. Donc je vais vous présenter rapidement le pôle Derby pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Alors avant tout, je voudrais vous dire donc que le webinaire est enregistré, donc le replay ainsi que le super PDF vous seront envoyés par email. Alors merci de couper votre micro et votre caméra pendant les interventions. Alors après, il y aura des temps d'échange qui seront proposés, donc dans ces cas-là, n'hésitez pas après à ouvrir votre caméra, votre micro pour poser directement les questions. Voilà. L'idée, c'est que ce soit fluide, qu'on ne soit pas tous derrière un écran et qu'on puisse vraiment se poser la question de poser ces questions de façon fluide et plutôt sympathique. Donc voilà, le pôle de compétitivité Derby, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est dédié à la transition énergétique en Occitanie. Alors, on a plusieurs domaines d'activité stratégiques qui tournent autour des énergies renouvelables. Donc, les énergies renouvelables, la décarbonation, les réseaux énergétiques, donc tous les filières qui traitent de toutes les filières en fait, du solaire, de l'éolien, de la bioénergie. Et on complète notre domaine par deux domaines qui sont un peu transverses. Donc, il y a le numérique et le digital. Mais on a aussi tout ce qui est enjeux sociétaux et formation. Et donc, c'est dans ce cadre-là que va intervenir ce webinaire. C'est qu'ici, on va parler d'innovation. Donc, l'innovation, nous, le pôle Derby, on traite de l'innovation, mais elle peut se trouver un peu partout, et y compris dans le fonctionnement de l'entreprise et jusque dans son statut. Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour nous de vous présenter aussi jusqu'où on peut aller dans l'innovation. Nous, notre but, c'est non seulement d'accélérer l'émergence, mais c'est aussi d'accompagner les entreprises jusqu'à la mise en place de tout ce qui peut être innovation dans toutes les filières des énergies. Donc, ce webinaire, on a essayé de le penser tourné pour les entreprises de l'énergie avec les enjeux qu'on connaît aujourd'hui, par exemple sur la formation, sur le recrutement, et tourné vraiment au niveau des industriels. Donc, en fait, très peu de personnes connaissent le fonctionnement des sociétés coopératives et c'est pour ça que c'est l'information qu'on souhaitait apporter aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous ai mis ici quelques éléments donc, pour contacter le pôle Derby. Donc, n'hésitez pas à venir nous contacter si vous avez la moindre question. Et je vais laisser tout de suite la place, du coup, à Élise Mouisset, qui va vous présenter les statuscopes et les statusiques. Oui, bonjour à tous. Merci Camille. Alors, je vais partager du coup ma présentation. Hop, j'espère que tout le monde la voit bien. Camille, tu peux me faire un retour? Ouais, c'est bon. Super. C'est Ben, parfait. bonjour à tous. Donc moi, c'est Élise Mouisset. Je fais partie de l'Union régionale des SCOP et des SIC. Et donc, comme le disait Camille, je vais vous présenter un peu la spécificité de ces deux statuts. Et vous aurez donc le témoignage de 2 dirigeants, l'une Simon, d'Enercop pour la SIC et Mathieu de Libriciel pour la SCOP. Donc comme ça, vous aurez 2 dirigeants qui vont aussi faire un témoignage de ce qu'ils vivent, eux, dans leur propre, entreprise. Donc avant ça, moi, je vais commencer par, vous présenter les spécificités des 2 statuts, puis les SIC et puis après les SCOP. Donc moi, je fais partie alors pourquoi ça marche pas? J'arrive pas à passer, ouais, si, c'est bon. Donc moi, je fais ce que je vous disais, donc des unions régionales, pour les SCOP et les SIC. Donc nous, on fédère en fait l'ensemble des coopératives, SCOP et SIC et je suis donc déléguée régionale. Je m'appelle Élise Mouisset et on est 5 délégués régionaux à faire du suivi et de la création d'entreprises en coopérative, SCOP et SIC. Il y a aussi c'est un réseau national, hein, il y a aussi, au niveau, national, la Confédération générale des SCOP qui fait un travail de lobby, pour maintenir ces statuts et leurs avantages. Rapidement pour que vous ayez une idée de ce que ça représente au niveau national, en 2023, c'est environ 4 500 sociétés qui sont, sous ces statuts. Alors plus de SCOP que de SIC parce que la SCOP a une antériorité, elle date de 78, la SIC c'est beaucoup plus récent et il faut savoir que donc c'est petit, hein, en effectif salarié, on est à peu près 85 000.
Mais on a une évolution constante de ces 2 types de statuts, puisque là, on est à 3 d'évolution entre 2022 et 2023. Ce que ça représente en Occitanie, c'est à peu près 7 300 salariés. Et alors, comme on a les 2 UR, nous, on se centre sur XLR, on est à 2 800 salariés sur la partie XLR. Voilà, en gros, globalement, ce que ça représente, en termes d'effectifs salariés et de nombre d'entreprises. Faut savoir aussi, des fois, on n'a pas forcément conscience, mais que les scopes et les cycles peuvent être de tout type d'activité, et de toute taille. En fait, là, je vous ai mis quelques exemples. Donc on retrouve Enercop et Libriciel. Donc Enercop sur l'énergie et Libriciel qui est plutôt sur une activité, informatique, développement informatique. Mais on a aussi des grosses entreprises du type, le groupe Up qui sont les chèques déjeuner, Acom qui est dans l'industrie ou UTB qui sont dans le bâtiment. Ça, c'est pour vous montrer vraiment la diversité, des secteurs d'activité et qu'on n'est pas cantonné à un type de secteur, mais vraiment, les scopes et les cycles sont représentés dans, tous les secteurs et sont à l'image souvent du tissu, entrepreneurial de la région, quoi. Je vous ai mis aussi des enseignes un peu connues comme Éticable qui est dans le Gers ou Label Odd qui sont des glaces qui sont dans l'Aude. Voilà. N'hésitez pas à intervenir et à me couper si vous avez des questions. Voilà, je veux bien les prendre au fur et à mesure, soit en commentaire, soit vous coupez votre micro et vous intervenez, il n'y a aucun souci. Ensuite, on a aussi des fois parfois l'image que les scopes enfin, notamment les scopes, sont des reprises d'entreprises en difficulté. Donc ça, c'est souvent ce qui a été médiatisé. En fait, c'est pas du tout la majorité puisque là, on voit sur ce schéma que c'est 8 des créations, en 2023 et ça, c'est des chiffres qui sont assez, qui se répètent assez chaque année. La majorité des créations, ce sont des créations ex nihilo des gens qui créent une entreprise, 61 et ensuite, il faut savoir et c'est là où enfin, c'est pour ça, c'est dans ce cadre qu'on intervient, qu'il y a 16 qui sont ou bien des transmissions d'entreprise ou des transformations. Voilà, donc ça existe en fait des entreprises qui décident, qui se sont créées en SARL ou en SAS et qui se transforment au cours de la vie de l'entreprise en SCOP ou en SIC. C'est faisable et il y a une méthodologie qui est faite pour ça et qui existe. Les spécificités, plus au niveau, qualité de vie au travail ou des choses un peu particulières, donc savoir que le taux de pérennité à 5 ans des coopératives, qu'elles soient SCOP ou SIC, est de 79 alors qu'on est sur, 61 sur l'ensemble des entreprises. Donc on a un taux de pérennité qui est meilleur, ça s'explique, en partie par, vous allez le voir après, une obligation de mettre en réserve, que ce soit en scope ou en cycle, vous avez une obligation, de mettre une partie de vos résultats en réserve. Le turnover aussi moyen, de ces entreprises est meilleur, il est à 9,5, il est en 12 en moyenne sur les entreprises classiques. Et alors je vous ai mis un peu les résultats, vous pourrez aller le voir, je vous ai mis les références d'une étude qui a été faite en 2019, par, la Confédération générale des scopes alors là, ça a été que sur les scopes, auprès de 205 dirigeants, et on a essayé de voir un peu qu'est-ce qui ressortait du plus, le fait d'être en scope, qu'est-ce qui faisait que ces personnes-là avaient envie de rester dans leur entreprise et ce qui ressortait en premier, c'était vraiment le sens au travail et c'est ce qui est recherché actuellement souvent par la nouvelle génération, donc c'est vraiment, ce qui peut être mis en avant, par ce type d'entreprise, mais aussi la double qualité salariée associée qu'on va retrouver dans les 2 types d'entreprises. Là, je vous ai mis un peu les différences. Donc là, vous êtes, donc normalement, à part, Simon et Mathieu en entreprise que j'ai mis classique. Et je vous fais un peu le biface entre classique et coopérative. Donc quand je dis coopérative, je parle des SCOP et des SIC, hein, les 2 confondus. Donc, en société classique, vous êtes, sans doute à capital fixe. Ça peut arriver que vous soyez variable, mais la plupart des entreprises sont en capital fixe. Les coopératives sont obligatoirement à capital variable
pour faciliter les entrées et les sorties d'associés, puisque tout au cours de la vie de l'entreprise, vous allez le voir, vous avez des entrées et des sorties d'associés. La grande différence, c'est que vous avez 1 € 1 voix dans vos entreprises. En coopérative, c'est vraiment le principe de une personne, une voix. C'est valable dans toutes les coopératives. Que vous ayez à mener 10 000 € au capital ou 3 € au capital, vous n'aurez qu'une voix en assemblée générale. Donc là, c'est vraiment la différence majeure. C'est pas, on n'a pas 1 € 1 voix, on a une personne, une voix. Ensuite, vous êtes en entreprise, les bénéfices que vous pouvez faire, vous allez les distribuer selon le bon vouloir de l'assemblée générale ou bien du dirigeant. Donc ça, c'est vous qui décidez comment vous allez le distribuer. En coopérative, il faut savoir que ces bénéfices sont encadrés et il y a des règles de comment vous devez distribuer vos bénéfices et notamment une mise en réserve obligatoire. Donc ça, je vais aussi en parler un peu plus après. Et ensuite, vous avez la possibilité de faire une plus-value en revendant vos parts sociales ou en revendant votre entreprise. Ça, ce n'est pas possible en coopérative. Ça veut dire que vous n'avez pas le système, un peu classique de start-up. Je revends mon entreprise pour faire une bascule et avoir une plus-value, en fait. Ça, c'est pas possible en coopérative. C'est possible quand vous transformez votre entreprise en coopérative. Là, vous pouvez revendre vos parts sociales en faisant une plus-value. Mais une fois que vous êtes en coopérative, les réserves sont impartageables et vous ne pouvez pas revendre votre entreprise. Donc, elle va rester entreprise. Elle est là pour perdurer en tant qu'entreprise, en fait. Et après, les points communs, c'est que vous êtes une entreprise qui vendait une production de biens ou de services. Ça, c'est la base du commerce. Vous êtes inscrit au registre du commerce et des sociétés. Donc, il faut savoir qu'une coopérative, elle est aussi ou bien SARL, ou bien SAS, ou bien SA. Donc là, Simon pourra en parler. Ils sont en SA, Libriciel, je pense qu'ils sont en SAS. Non, non, en Non, SA. SA. OK, donc on a 2 SA. Donc on a 2 scopes, une scope SA et une SIC SA. Donc vous voyez, on accole le statut commercial au statut coopératif. Et ensuite, vous êtes bien sûr soumis à l'IS et à la TVA, comme toute entreprise commerciale, sauf que vous avez, des exonérations pour les coopératives. Gouvernance démocratique, donc ça, c'est vraiment la base des 2 statuts. Ce que je vous disais, une personne, une voix. Donc en assemblée générale, vous allez être avec toutes les personnes qui ont pris au capital, que ce soit des salariés ou des investisseurs extérieurs. Et ces personnes-là, quoi qu'elles aient mis au capital, elles auront une seule voix en assemblée générale. Donc, les orientations stratégiques, les investissements majeurs, les résultats, l'élection du dirigeant est donc fait en assemblée générale. Donc, ça veut dire que le dirigeant qui est élu, donc ça je vais vous le redire après, va être élu par les associés. Donc là, j'ai mis un petit tip, c'est ne pas confondre, gouvernance démocratique et tout le monde décide de tout. En fait, vous avez une gouvernance démocratique, mais il faut bien savoir qu'après, les décisions qui sont prises, vous pouvez avoir une organisation qui est totalement pyramidale. C'est-à-dire que l'image qu'on a d'une SCOP ou d'une SIC où tout est pris horizontalement, n'est pas écrit dans les statuts de l'entreprise. C'est bien une fois que vous êtes, dans votre organisation que vous le décidez. Donc ça, je pense que Simon et Mathieu pourront en parler. Et le dirigeant est élu par les associés. Donc ça, c'est ce que je disais. Donc c'est en assemblée générale, entre 1 et 4 ans. Alors ça va jusqu'à 6 ans en SA. Donc là, j'ai mis 1 et 4 ans, mais en SA, ça peut aller jusqu'à 6 ans. Donc par exemple, tous les 6 ans, le dirigeant va être rééligible. Donc ça peut faire peur, mais si on le prend en le regardant dans l'inverse, c'est aussi remettre à l'examen de ses associés et toujours se remettre en question et être plébiscité, en fait, par ses associés. Donc ça, c'est aussi ce qui fait la force du dirigeant. C'est qu'à un moment, on remet en jeu son mandat et donc si on est réélu, on est aussi, remis, droit dans ses bottes, par ses associés, quoi. Bon, alors la petite spécificité, c'est qu'en SCOP, le dirigeant est assimilé à un salarié et qu'il a les mêmes droits qu'un salarié. Ça veut dire que s'il part de l'entreprise, il aura droit à des indemnités Pôle emploi, ce qui n'est pas vrai en SIC.
Là, rapidement, des leviers de financement, parce que souvent, on se dit qu'on ne peut pas lever de fonds en SCOP ou en SIC. C'est juste qu'on va les lever de façon différente. Effectivement, en SCOP, on ne pourra pas faire appel à autant de capitaux extérieurs que ce qu'on peut le faire dans une entreprise classique, puisqu'on est limité à 49 de capital des associés extérieurs. Donc, ce n'est pas par cette voie-là, en SCOP, qu'on va faire rentrer des capitaux. Par contre, en SIC, c'est possible. Simon pourra en témoigner. Là, pour le coup, vous pouvez faire entrer autant d'associés extérieurs que vous voulez. Par contre, il y a un autre mode de levier de financement qui s'appelle le titre participatif, qui est un peu comme des obligations et qui sont remboursables à l'initiative de la coopérative au bout de 7 ans. Je ne vais pas m'appesantir, mais en tout cas, il y a ce mode de financement qui n'est pas possible en entreprise classique et qui est possible en SCOP, SIC, SARL et SA. Donc ça, vous pouvez, c'est un moyen de levier de financement qu'a utilisé d'ailleurs Enercop. Et ensuite, vous avez droit aussi à des fonds qui s'appellent France Active, qui sont des outils financiers spécifiques à l'ESS et dont les SCOP et les SIC peuvent bénéficier. Et ensuite, vous avez aussi des outils financiers du mouvement spécifiques quand vous êtes adhérent au mouvement des SCOP et des SIC. Voilà, c'est pour vous dire que c'est juste qu'il faut penser le financement de vos entreprises différemment de celles qu'on fait classiquement en entreprise. Là, ce que je vous disais, donc la transformation d'une entreprise en coopérative est possible. L'inverse n'est pas possible. Vous ne pouvez pas transformer une coopérative en entreprise classique. Vous ne pouvez plus faire marche arrière. Une fois que vous avez transformé votre SA ou votre SAS en coopérative, ce n'est plus possible de la changer. Par contre, c'est très simple et vous avez une continuité de la personne morale. C'est-à-dire que quand vous transformez une SA en coopérative, vous avez votre même numéro SIRET, vous avez la continuité des contrats de travail, la continuité des contrats fournisseurs et vous faites une évaluation de votre entreprise et c'est l'entreprise qui rachète les actions, enfin vos actions en fait, qui sont valorisées. Et qui fait un rachat. Donc en fait, effectivement, on va endetter son entreprise, qui va être rachetée par, les salariés de l'entreprise. Donc ça, je vous explique juste que c'est possible et qu'il y a une continuité de ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une continuité de la personne morale et qu'on valorise bien les parts sociales. Donc là, je rentre plutôt sur la SIC et ses spécificités. Donc là, je vais me centrer vraiment sur, les spécificités de la SIC. La SIC, on est sur une société commerciale d'intérêt collectif, donc ça, quand Simon présentera Enercop, il pourra en parler, rapidement, à caractère d'utilité sociale. Donc là, on est sur de l'énergie verte et sur, le fait de mettre autour de la table un ensemble de personnes, qui sont de qualités différentes, mais qui ont le même objectif, fournir de l'électricité verte. Pas que, mais Simon vous ira plus loin dans dans les valeurs de son entreprise. Et donc la spécificité vraiment de la SIC, c'est le multisociétariat. C'est ce que je vous disais, c'est qu'on met autour de la table, autour d'un projet commun, des personnes qui ont des qualités différentes. Et en SIC, l'obligation, c'est d'avoir obligatoirement les salariés, pas forcément tous, mais au minimum un salarié, des bénéficiaires, donc pour Enercop, les clients, classiquement les clients qui achètent de l'énergie verte, et au moins une troisième famille d'associés. Par exemple, une association qui travaille sur l'énergie. Donc là, vous avez 3 familles, 3 types de sociétaires et après vous pouvez en avoir autant que vous voulez dans, ce type de personnes. Simon pourra dire combien, je crois qu'ils sont plus de 3 000 actuellement sociétaires, par exemple à Enercop Languedoc-Roussillon. Et la spécificité de la SIC, donc ça ce n'est que la SIC, c'est qu'elle peut, introduire au capital des collectivités. Voilà, donc ça, c'est vraiment, spécificité des SIC. Ça n'est pas une obligation. Je ne suis pas sûre que Enercop en ait, mais, il n'y a pas d'obligation d'en avoir, mais si on souhaite en avoir, on peut. Ah si, oui, oui, tu dois avoir des communautés de communes ou des communes, ouais. Donc voilà, il est tout à fait possible, de faire rentrer des collectivités en son sein, ce qui n'est pas possible dans une entreprise classique ni dans une SCOP.
Et ma dernière slide sur les SIC, c'est le partage des bénéfices. Donc, comme je vous disais, en SIC, vous devez obligatoirement mettre en réserve 57% de vos bénéfices. Au minimum, 57% de vos bénéfices vont revenir à l'entreprise. Ça, c'est ce qui va permettre sa pérennité. Et les dividendes sont encadrés puisque vous ne pouvez pas aller au-delà du TMO plus 2 points. Le taux moyen des obligations actuellement, il est à 3%, donc vous êtes à maximum 5% de dividendes. La majorité des SIC ne versent pas des dividendes aux associés, il faut le savoir, mais c'est possible, mais c'est assez minimaliste. Donc souvent, les SIC mettent tout en réserve, en fait. Et il faut savoir que vous avez un intérêt au niveau de l'IS. En fait, c'est que ce que vous mettez en réserve l'année N, vous pouvez le déduire de votre assiette imposable l'année N+1. Donc voilà, vous avez un avantage de réduction de l'impôt sur les sociétés en SIC. C'est aussi le cas en SCOP, mais c'est un peu différent. Voilà rapidement ce que je peux vous dire sur les SIC. Je ne sais pas s'il y a des questions avant de passer à l'intervention de Simon. J'essaye d'être concise, hein. Je vous donne en gros les grandes typicités des sociétés coopératives et des SIC. Après, on passera au SCOP, mais là, j'ai essayé de vraiment séparer les deux. Donc, les grands points communs, c'est vraiment une personne, une voix, quoi qu'on ait apporté au capital, et le dirigeant va être élu par l'Assemblée générale et remettre en jeu son mandat. S'il n'y a pas de questions, je vais laisser la parole à Simon. Tu as un peu plus de 15 minutes, Simon, du coup, parce que j'ai réussi à faire un peu plus court. Cool. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Peut-être tu peux désactiver le partage d'écran, ce sera peut-être plus sympa que d'avoir une slide écrit la même chose. C'est bon? Très bien. Bon, je vais vous présenter rapidement Enercop et puis quelques infos sur ce qu'on peut constater aussi de points positifs et les difficultés aussi qu'implique le statut SIC. Bon, dans l'ensemble, c'est très positif, hein. Je vous spoil l'affaire. Donc moi, je suis Simon Kossubé, je suis donc le fondateur et dirigeant d'Enercop Languedoc-Roussillon. Voilà, on n'a pas changé de nom depuis tout ce temps, mais je pense qu'on est bien comme ça. Donc Enercop, c'est un réseau de 11 coopératives, 10 coopératives régionales et une coopérative nationale. Vous connaissez sans doute Enercop en tant que fournisseur d'énergie. Voilà, on était les premiers dès 2005 à faire une offre 100% renouvelable, vraiment renouvelable, on va dire, pour les particuliers, professionnels et collectivités. Et depuis, on s'est un peu diversifié. On a créé des structures régionales pour aussi porter des projets de développement de nouveaux services, de nouvelles activités, notamment produire de l'énergie pour alimenter ce fournisseur d'électricité, mais aussi développer des services comme un bureau d'études photovoltaïques, puisqu'il y a beaucoup de demandes en ce moment. Et puis, on a créé aussi un organisme de formation à Montpellier pour faciliter les transitions professionnelles autour des sujets d'énergie renouvelable et puis améliorer aussi l'offre globale autour de la transition écologique, puisque c'est quand même des sujets où on manque de compétences. Voilà, vous l'aurez peut-être constaté ces derniers mois, ces dernières années, on est quand même sur un marché de l'emploi dans le secteur de l'énergie qui est très tendu. Il y a plus d'offres que de candidats. Et donc, on est un peu coincé aussi pour recruter de manière sereine et efficace sur tous ces secteurs-là. Voilà, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, Enercop, aujourd'hui, c'est un peu plus de 100 000 compteurs approvisionnés en France. C'est 250 salariés. C'est aussi 60 000 sociétaires au total, donc des copropriétaires de nos coopératives qui représentent quand même plusieurs milliers de personnes qui sont réellement engagées dans nos instances, dans nos on va dire, différents événements, différents lieux de rencontres et de participation, puisque l'objectif, c'était de proposer une réappropriation par les citoyens et les collectivités du secteur de l'énergie.
ce qui est un vaste chantier, mais qui nous a paru dès le départ indispensable si on veut faire une transition énergétique un peu poussée. On ne peut pas se permettre de laisser sur le bord du chemin les citoyens et les collectivités sans les impliquer de manière très concrète, que ce soit voilà, au travers du fonctionnement de l'entreprise, des produits et services, et puis des actions de terrain au quotidien pour faciliter le déploiement de nouvelles sources de production. Ouais, donc ça, c'était un peu la philosophie qui nous animait à l'époque, donc un projet écologique et puis un projet éthique, puisque l'idée, c'était que ces coopératives puissent participer au développement économique en maximisant la redistribution de richesses sur les territoires, que ce soit aux partenaires, aux collectivités, aux salariés. Et donc, ça se fait vraiment sur une logique de transparence économique et de démocratie en entreprise. Alors, j'ai un peu de mal avec le terme démocratie, vu l'état de la démocratie occidentale en ce moment, c'est quand même pas joyeux. Donc, on va essayer de trouver la bonne formulation pour ça, mais l'idée, c'est que les choix stratégiques qui sont pris soient des choix éclairés et il n'y a pas de réelle démocratie sans une appropriation des sujets, c'est-à-dire une bonne connaissance déjà. Voilà, donc il faut des temps d'information, de formation, de montée en compétences des administrateurs qui sont chez nous des personnes bénévoles. Donc on passe beaucoup de temps, enfin on a eu passé beaucoup de temps à leur donner de l'information, à les former sur ces sujets qui sont complexes, là, les sujets autour du marché de l'électricité, autour de la production d'énergie renouvelable, des sujets qui sont complexes. C'est aussi pour ça qu'on est devenu organisme de formation, puisqu'on a besoin de vulgariser ces sujets. Voilà, donc on a la chance voilà, d'avoir ces personnes qui sont des citoyens, qui sont des représentants de collectivités, qui ont voilà, une posture qui est de défendre leurs intérêts, qui ne sont pas forcément toujours convergents d'ailleurs entre eux. C'est aussi ça la magie du sujet, c'est de trouver les moyens de faire cette transition énergétique tout en respectant ces différents intérêts, en les conciliant. Et pour ça, ça oblige aussi à créer des nouvelles méthodes aussi de discussion, de prise de décision, d'avancer ensemble. Voilà. On se base sur cet adage qui dit si tu veux aller vite, voyage seul, mais si tu veux aller loin, voyage ensemble. Voilà, voyage à plusieurs parce qu'on a besoin d'être nombreux et se serrer les coudes si on veut tenir ce marathon qu'est la transition énergétique, même si des fois ça ressemble un peu à un sprint. Voilà, donc ça c'est un peu le contexte global. Concrètement, c'est vrai que ça développe pas pareil une entreprise en SIC et une entreprise «classique» entre guillemets. C'est vrai qu'en général, quand on est une entreprise alors j'aime pas trop le terme classique non plus parce que qu'est-ce que ça veut dire? On fonctionne tous de la même manière. On a besoin d'avoir une stratégie, définir ce qu'on fait, générer du chiffre d'affaires, trouver des gens pour faire le boulot, payer les salaires, gérer la trésorerie, se financer, gérer les contraintes réglementaires, les imprévus, les aléas. Enfin voilà, on reste une entreprise comme une autre en vrai. Hein. Simplement, on a d'autres manières de faire. Et quand on a posé une stratégie, en fait, pour avoir les moyens de ces ambitions, c'est pas toujours simple parce que on n'est pas en capacité de lever des fonds aussi facilement, enfin pas facilement, mais de la même manière que les entreprises classiques où, par exemple, on va avoir différents business angels ou fonds d'investissement et on fait une levée de fonds classique. Voilà, on a besoin de 5 millions d'euros pour financer notre développement. Bon, ceci dit, on est sur un plan en ce moment de plusieurs dizaines de millions d'euros de recherche de financement. Donc, on est quand même sur des échelles industrielles où on n'est pas là pour voilà, bricoler des petits trucs dans un coin. On est aussi des vraies entreprises avec une surface importante. Hein. L'année dernière, le réseau Enercop, c'était 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, si vous voulez une ordre de grandeur. C'est pas, ça devient conséquent. Quoi. Donc là-dessus, on fonctionne de manière très différente, c'est-à-dire qu'on va avoir d'autres manières d'aller chercher des capitaux, d'autres manières de se financer, qui sont peut-être un peu plus patientes, entre guillemets, qui sont peut-être moins lucratives pour les financeurs, mais qui ont montré aussi qu'elles étaient plus stables, plus fiables dans des perspectives de long terme. Et quand on parle de transition énergétique, on parle de long terme, on ne parle pas d'un claquement de doigts et d'un coup d'une opération d'une bascule ou autre. Quoi. Voilà, on est là pour des dizaines d'années et donc on a cette logique aussi de capital patient. Et la crise sur le marché de l'électricité là, ces 3 dernières années nous a montré que en fait, on avait fait les bons choix et que cette manière de procéder, elle était aussi correcte parce qu'on a une capacité à amortir les chocs économiques, à se réadapter beaucoup plus agile que certaines autres structures plus classiques.
Et ça, grâce non seulement à nos financeurs, mais aussi aux équipes et aux salariés qui sont dans des postures très différentes de ce que j'ai pu constater dans d'autres structures. Parce que chez nous, en tous les cas à Montpellier, les salariés, s'ils sont en CDI, sont obligés d'être associés. C'est une clause qu'il y a dans le contrat de travail. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont mécaniquement impliqués dans la définition de la stratégie, dans la définition des budgets, dans la capacité aussi à s'associer au pilotage de l'entreprise. Ce n'est pas leur rôle, mais ils sont consultés, ils sont concertés, c'est-à-dire qu'on tient compte de leur avis. C'est la différence entre consulter quelqu'un, on peut lui demander son avis, mais pas en tenir compte, et concerter, on est quand même censé en tenir compte. Et même à certains endroits, il y a de la codécision. C'est-à-dire que c'est encore le stade au-dessus de la concertation, c'est on arrive à trouver des modes de prise de décision où il y a potentiellement des vétos qui peuvent être posés à certains endroits. S'ils sont justifiés, c'est-à-dire si on arrive avec un vrai argument, on dit voilà, en prenant cette décision, on se met tous en danger et c'est pas bon, eh bien chacun a le droit de poser un veto. C'est pas n'importe qui décide de n'importe quoi, n'importe quand. S'il y a des cadres, il y a des méthodologies qui sont posées là-dessus. Et c'est très loin de l'image un peu anarchique, au sens péjoratif du terme, parce qu'il peut y avoir des anarchies positives aussi. Mais voilà, en fait, c'est des choses qui demandent beaucoup de structuration, en fait, et beaucoup d'intelligence sur les relations humaines et qui, de ce fait, aussi génèrent beaucoup plus d'épanouissement. Et c'est peut-être là aussi où je voulais en venir dans ma présentation, c'est vous montrer qu'aujourd'hui, pour nous, ça devient une vraie force, cette structuration et ce mode de fonctionnement, puisque ça nous permet de recruter des personnes dans un cadre où le recrutement est très compliqué aujourd'hui. On le voit, il y a beaucoup d'offres d'emploi. Et nous, on a tendance, en plus de ça, à avoir des salaires qui sont un peu en dessous de ce qu'on peut trouver chez les concurrents. Donc, pourquoi venir bosser chez nous, quoi? Je veux dire, on est moins payé qu'ailleurs, c'est quoi ce délire? Mais en fait, c'est aussi parce qu'on a un cadre de travail qui est, on va dire, beaucoup plus respectueux des individus, dans le sens où chaque personne, chaque personnalité a un espace pour s'exprimer, un espace qui est clair. Voilà, il ne s'agit pas aussi de donner son avis. Enfin, on peut toujours donner son avis, ce n'est pas le problème, mais on n'a pas de pouvoir décisionnaire sur des choses pour lesquelles on n'est pas légitime. Et donc, l'idée, c'est que ces personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, on le voit de plus en plus à mesure que les générations montent. Là, c'est des vraies préoccupations chez les jeunes de pouvoir être entendu, avoir de l'autonomie, avoir de la responsabilité et une forme de libre ne va pas sans l'autre. On ne peut pas être à la fois libre et irresponsable, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc l'idée, c'est bien de faire grandir ces deux sujets à la fois et de le matérialiser aussi dans les formes de prise de décision. Alors, donc, nous, on fonctionne beaucoup sur des prises de décision, non pas au consensus, mais au consentement. Il y a une petite subtilité qui est le consensus. Il faut que tout le monde soit super d'accord, c'est génial, on est tous ravis de cette proposition. Le consentement, c'est on peut ne pas être d'accord, mais on lâche prise, on se dit, bon, le groupe, il a l'air de plutôt être OK avec cette proposition. Moi, je m'efface un peu. Je peux vivre avec, c'est pas grave. Et puis, il faut qu'on avance, en fait. Le sujet, c'est ça, il faut qu'on avance. On a le droit de se tromper en avançant aussi. Donc, c'est comment on fait ces allers-retours pour corriger un peu en permanence notre manière de faire. Je vais donner un exemple un peu concret aussi sur la capacité que ça offre dans l'agilité de la structure. En décembre 2021, on est au démarrage de la crise, les prix sont historiquement hauts sur les marchés. Le fournisseur Enercop, donc c'est nos collègues de Paris, puisque c'est un service centralisé à Paris, décide d'arrêter de prendre des nouveaux clients. Donc nous, on a 3 commerciaux qui se retrouvent littéralement sur le carreau, c'est-à-dire sans avoir plus rien à vendre. Donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc là, en l'espace de 2 journées de séminaire d'équipe, on se dit, en fait, voilà, on ne peut pas licencier 3 personnes comme ça, juste parce qu'on arrête de vendre des contrats d'électricité pour une période indéterminée. Donc, on a réussi à réorganiser l'équipe, répartir les missions par ces processus de décision, de concertation. En l'espace de quelques semaines, on avait réussi à réorganiser différents services dans l'entreprise.
Et donc ça, c'est aussi des cultures qui sont liées à ces logiques de coopération, à ces logiques d'interaction humaine où chacun est sur un principe d'équivalence et en fait, c'est comme dans un corps, effectivement, si on coupe la tête, c'est plus compliqué de fonctionner que si on coupe un bras, mais chacun a son importance, qui est plus ou moins vital, d'accord, mais tout le monde est sur un principe d'équivalence et tout le monde est reconnu pour son travail et sa place dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment très important. Voilà, et donc ces conditions-là, elles génèrent aussi de la qualité de vie au travail parce que quand en fait, on n'essore pas les personnes, on est vraiment sur une logique de plutôt se dire voilà, le contrat de travail, le droit du travail, c'est celui-là, c'est 35 heures, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer et donner l'envie aussi aux gens de se donner au travail sans se cramer au travail, parce que ça, c'est un autre sujet aussi qu'on essaie de limiter, mais qui est très complexe parce que quand on est un projet militant, les gens ont envie spontanément de se donner beaucoup. Et donc là, on est plutôt, nous, sur des logiques de se dire le travail, c'est bien, mais il faut qu'il y ait un équilibre avec la vie personnelle. Et donc, on expérimente depuis pas mal de temps le télétravail, bien sûr, mais aussi la semaine de 4 jours. Comment on fait pour voilà, dégager du temps perso quand on est sur ces sujets? Comment on fait pour que ça ne soit pas quelque chose d'imposé, quelque chose d'uniforme, mais quelque chose qui réponde aux besoins de tout un chacun? Donc, on n'a pas standardisé des formules. Maintenant, l'entreprise sera fermée le vendredi, ça n'a pas de sens. Mais parce qu'il y a des gens qui ont besoin aussi de travailler moins d'heures chaque jour, mais tous les jours de la semaine. Voilà, donc ça dépend de l'organisation de chacun. Et donc tout ça, ça se fait de manière très concertée et au final, on se retrouve, aujourd'hui avec, des personnes qui, sont prêtes à diminuer leur salaire de 5-10. On a même vu des gens qui allaient jusqu'à 40 parce qu'ils étaient très bien payés ailleurs, de diminution de salaire pour venir bosser chez nous, parce que le projet a du sens, parce que les clients sont sympas, parce que les partenaires sont sympas et parce qu'on fait des semaines de 35 heures et pas 35 heures théoriques, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc il y a tout ça qui marche bien et qui aujourd'hui nous permet voilà, de poursuivre notre développement sereinement parce que sans recruter, on ne peut pas développer l'entreprise non plus. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez peut-être quelques questions, ça fait déjà un petit bout de temps que je parle. Vous avez peut-être des réactions aussi ou des choses à challenger dans tout ce que je viens de dire? Non, je vous ai laissé de marbre, mince. Pas de réaction supplémentaire. Je ne sais pas s'il restait un peu de temps, Élise, si je rajoute quelques infos aussi sur. Pas 5 minutes si tu veux. Voilà, donc aujourd'hui, notre enjeu, c'est réussir à changer d'échelle, c'est-à-dire à passer voilà, d'une structure qui alimente quelques milliers de compteurs et qui a quelques dizaines de salariés à un projet qui est en capacité d'être une alternative crédible sur le marché de l'électricité. Donc effectivement, pour nous, le sujet de la coopération, de l'organisation, de la gestion du personnel, ce n'était pas une option en fait. Si on ne s'intéresse pas à ces sujets-là, on est bloqué tôt ou tard, quoi. Et donc, ça se transforme en finalement une culture d'entreprise, une culture de la coopération et qu'on essaye aussi aujourd'hui de diffuser en externe. On propose d'ailleurs des formations sur le sujet de la gouvernance partagée. Comment on implémente, comment ça fonctionne concrètement et puis de l'expérimenter sur, une journée, en tant que, de partir en formation là-dessus. Ça permet aussi de se donner, des clés de compréhension et de pouvoir, comprendre que c'est pas simplement, un délire sympa, communautaire ou quoi que ce soit. Non, c'est, à mon sens, aujourd'hui, la préfiguration de l'entreprise de demain et que ce qu'on voit aujourd'hui comme être un désir des générations qui arrivent sur le marché du travail, demain, ça ne sera plus un désir, ça sera une exigence. Et que ça devient vraiment un levier de compétitivité aussi par rapport à d'autres structures qui pourraient être moins attractives ou avoir un contrat moral qui est plus celui du mercenaire finalement avec leurs équipes, quoi. Et surtout quand on travaille dans un secteur qui est la transition énergétique, on a besoin de cette culture parce que la transition énergétique se fait de manière quasi systématique en partenariat avec des territoires, en partenariat avec des collectivités, avec
avec des entreprises locales, avec des citoyens, pour qu'elles puissent, on va dire, se dérouler d'une manière fluide. Voilà, sinon, c'est tout de suite beaucoup de recours, beaucoup de problèmes juridiques, de conflits même qui peuvent exister. Et puis au bout du bout, potentiellement, des portes de sortie qui sont pas, souhaitables. Ça peut aller même jusqu'au rachat de certaines entreprises et ce qui est pas possible dans notre cas, en fait. Aussi, le fait d'être en scope ou en SIC permet d'apporter des garanties aussi à ses partenaires sur la on va dire le fait d'être là sous la même forme sur le long terme. On a vu, voilà, des phénomènes de regroupement de concentration ces 15 dernières années dans la filière renouvelable, et ça inquiète beaucoup aussi les partenaires sur le terrain en se disant: «Ben, en fait, oui, aujourd'hui, c'est vous, mais demain, ça sera quel interlocuteur, quelle structure, quel fonds d'investissement, sera propriétaire de votre entreprise aussi?» quelque part et donc ça change aussi le rapport, commercial, et partenarial sur le terrain. Voilà, donc c'est toutes ces logiques-là aujourd'hui, elles commencent à être vraiment prises en compte, non seulement par les équipes, mais aussi par les partenaires extérieurs et c'est plus simplement, voilà une question idéologique ou, sympathique. On se dit: «Bah, ça serait intéressant de travailler sur ces sujets-là», mais ça devient vraiment aujourd'hui, pour nous, un levier de compétitivité. On l'observe de plus en plus dans l'accueil qui nous est réservé aussi sur le terrain, quand on présente la manière dont on travaille. Voilà, sachant qu'on finalement, on fait la même activité que plein d'autres boîtes, mais on l'a fait avec un état d'esprit, de manière un peu différente, qui vise surtout, à apporter un peu, une notion un peu de justice sociale et de transparence et de démocratie dans tout ça. Et c'est un peu le sens de l'intervention que j'ai eu la chance de faire il y a quelques semaines au BNI à Narbonne, où on m'a demandé de faire une intervention sur le pouvoir d'entreprendre. Alors bon, moi je suis pas forcément entrepreneur dans l'âme, même si c'est pas forcément ma qualité première, même si j'aime bien. Et au final, mon intervention, je l'ai détournée et je leur ai donné ça un peu en forme de conclusion. Vous voulez que je vous parle du pouvoir d'entreprendre, d'accord, mais moi je vais vous demander autre chose, c'est, est-ce que vous saurez entreprendre de lâcher le pouvoir? Et ça a jeté un petit blanc dans la salle, mais c'est finalement une vraie question puisque, si on veut voilà, si on veut, que nos entreprises elles prospèrent, bah, aujourd'hui moi j'ai l'intime conviction qu'il faut que ce pouvoir il soit réparti et qu'il ne soit pas entre les mains, d'une seule personne qui est souvent, mmh, moins en capacité de faire des choses que le collectif. Et justement, la question qu'on traite aujourd'hui, c'est comment on fait travailler ce collectif et comment on lui donne les capacités de produire les résultats, qu'on attend. Voilà un peu en conclusion de mon intervention. Super. Merci Simon. Parfait, je vais la retenir la conclusion. Mais non, mais c'est une vraie question, c'est le partage du pouvoir, je trouve que c'est une vraie question. Hem, toujours pas d'intervention, de rebond de personne, non? Après, vous pourrez toujours poser à la fin aussi, on va essayer de me prendre un temps. S'il y a pas de questions, je vais passer à la partie, scope. Alors attendez, je vais repartager hop, mon écran, si j'y arrive. Tac. C'est bon, vous voyez? Super. Alors, Top. donc sur la scope, donc, vous voyez, donc Simon, lui, il a, les clients, il a tout le monde dans son sociétariat, pas que les salariés. Il peut vraiment, accueillir énormément de monde, au sociétariat. La scope, ça va être vraiment majoritairement les salariés. C'est-à-dire qu'on est sur une entreprise qui est, qui appartient à ses salariés. Donc ce sont toujours les salariés qui vont être associés majoritaires, et qui va fonctionner selon les principes coopératifs, donc gouvernance démocratique et dirigeants élus par les associés. Donc ça, c'est les 2 piliers. Mais on va avoir, les salariés qui vont être associés majoritaires. C'est-à-dire qu'il y a obligation que les salariés détiennent 50 du capital, donc là en valeur,
plus de 50% du capital en valeur. Donc, ça veut dire qu'un associé extérieur ne pourra pas amener plus de 49% du capital. Donc, si les salariés ont amené peu, vous voyez, l'apport extérieur, il va être assez faible. Et il y a une seconde règle, il faut que les salariés détiennent plus de 65% des droits de vote. Donc, comme c'est une personne, une voix, vous avez 2 salariés associés, vous n'aurez qu'un associé extérieur. Il faut 4 salariés associés pour avoir 2 associés extérieurs. Vous voyez, l'idée, c'est que, donc pareil, vous êtes limité en montant du capital extérieur, mais aussi vous êtes limité en nombre d'associés extérieurs. Voilà, donc ça, c'est les principes d'une entreprise qui appartient à ses salariés. Donc là, on a la possibilité donc de faire rentrer les salariés au sociétariat. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix statutaire. Donc Simon l'a dit, lui, il a fait le choix que tous les salariés fassent partie du sociétariat. Donc il y a une obligation. Je suis salarié de cette entreprise, on me le dit dès le départ. Quand on est embauché dans une scope qui a l'obligation de devenir associé, dès le départ, on vous dit à l'embauche, attention, dans 1 an ou 2 ans, vous devrez acheter des parts sociales et devenir sociétaire de l'entreprise. Mais vous pouvez faire le choix en scope de ne pas avoir cette obligation. Ça, c'est un choix vraiment au niveau des statuts. C'est un choix, il n'y a pas de bonne méthode, hein, en tout cas, il y a vraiment la chose importante, en fait, c'est ce qu'a un peu évoqué Simon, c'est de faire monter en compétence les salariés. Parce que devenir salarié associé, c'est pas inné. Il y en a, ils sont faits pour ça, mais pas tout le monde. C'est-à-dire qu'on devient un peu bicéphale. Il y a un moment, on fait des choix parce qu'on est salarié, on a un contrat de travail, mais quand on devient associé, on fait des choix pour l'entreprise, pour le collectif. Et donc, on doit un peu oublier ses envies personnelles, en fait. Donc, c'est apprendre à faire des choix pour le collectif et plus pour sa personne. Et il faut aussi monter en compétence pour comprendre à un moment, on va voter des comptes, on va voter des investissements et il faut à un moment qu'on comprenne comment fonctionnent les comptes d'une société pour voter de façon éclairée. Et c'est ce que disait Simon, c'est d'où l'importance de réfléchir à comment on devient associé salarié, quelle est la méthode pour former ces personnes-là pour qu'ils deviennent associés de façon éclairée. Voilà, donc capital variable, évidemment, on rentre et on sort. Vous voyez bien qu'on devient salarié associé. Il faut que le capital soit variable, puisque quand on perd son contrat de travail, on perd sa qualité d'associé. Donc on sort, on est licencié, on démissionne, on fait une rupture conventionnelle, sauf le licenciement économique. Bon, je vous évite les subtilités statutaires, mais en gros, on perd son contrat de travail, on perd sa qualité d'associé. Et inversement, on ne se retire pas du sociétariat comme ça. C'est-à-dire, on se retire du sociétariat, on perd aussi sa qualité de salarié. À partir du moment où on le devient, les 2 sont liés. Voilà, on est vraiment sur une entreprise où les salariés sont à l'assemblée générale et ont le pouvoir de décision majoritaire. Donc, vous voyez la répartition du résultat, elle est votée en AG, donc majoritairement par les salariés associés. Ils vont voter comment va se faire la répartition des bénéfices. La loi impose des choses, mais dans cette loi, vous avez après une marge de manœuvre. Au minimum, en scope, c'est 16% en réserve. Donc 16% des bénéfices vont revenir à l'entreprise. Au minimum, c'est 25% en participation. Donc là, c'est tous les salariés. Les 25% de bénéfices vont aller à l'ensemble des salariés, pas que aux associés salariés, à tous les salariés, qu'ils soient associés ou pas. Vous allez reverser 25% au minimum de vos bénéfices. Donc ça, c'est vraiment dans l'idée de partage de la valeur, c'est une obligation dans vos statuts. Et c'est un minimum, vous pouvez aller au-delà. Et ensuite, au niveau des salles associées, vous pouvez verser maximum 33% de dividendes. En fait, c'est un peu plus subtil que ça. Vous devez être à la fois, vous ne devez jamais dépasser les dividendes au niveau de la participation ni des réserves. Donc si vous faites 25% de participation, par exemple, vous serez bloqué à 25% de dividendes. Il faut savoir que la participation est exonérée d'IS et que pour la même valeur, les réserves aussi.
Voilà, donc vous avez aussi des avantages, au niveau de l'impôt sur les sociétés en SCOP, le mécanique n'est pas la même, mais en gros, si vous faites, 50 de réserve, 50 de participation, vous ne paierez pas d'IS. Voilà en gros pour les spécificités, des scopes. Voilà, ces 2 spécificités. On est sur, le partage de la valeur et la grosse spécificité, c'est vraiment qu'on est sur une entreprise qui appartient à ses salariés majoritairement. Mais encore une fois, l'organisation que vous allez faire au sein de votre entreprise et Mathieu va en témoigner, n'est pas vous n'êtes pas après dans l'organisation du travail, rien ne vous impose à faire quelque chose d'horizontal ou pas. C'est-à-dire que Simon lui a témoigné d'une organisation, basée sur, la collaboration et l'échange avec les salariés, mais rien ne lui oblige, en fait. Donc ça, c'est un choix qui est fait et c'est un choix parce qu'ils ont décidé que c'était en adéquation avec, ce qu'ils pensaient être valable d'une SCOP en fait, d'une coopérative. Mais ça, c'est un choix d'entreprise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, les salariés associés font partie de l'assemblée générale et c'est eux qui vont voter les grandes décisions et notamment de le plébiscite du dirigeant ou pas. Voilà, Mathieu, si tu veux prendre la main, tu as 15 minutes, Je vais et avoir après on j'espère que les autres ont préparé des questions pour la fin. Vas-y Mathieu. bonjour à toutes, et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors désolé par avance pour mon cas d'exemple, hein, je suis un peu loin de vos problématiques métiers. Nous, Libriciel Scope, on est éditeur de logiciels de dématérialisation. Donc c'est pour la sphère publique, c'est loin de l'énergie renouvelable, mais pour autant, bon, bah, je vais essayer de rebondir sur, la présentation d'Élise pour, vous exposer, le cas d'exemple de Libriciel, ses vertus, puis, vous expliquer un peu comment on avance collectivement, comment on recrute. Voilà. Donc Libriciel, donc, on s'est créé en 2006, d'abord dans un format SIC, comme celui d'Enercop et on a décidé en 2015 de se transformer en SCOP parce qu'on avait la volonté de réorienter, la société vers les salariés. Voilà, on vient de le présenter, la SIC est tournée un peu plus vers l'extérieur. La SCOP, elle est plutôt centrée sur elle-même et sur ses associés salariés. Nous, aujourd'hui, on est 75 salariés et notre taux de sociétariat, il est de 98 et ce malgré, une non-obligation de souscrire au capital, de Libriciel. Voilà, ça a été, une volonté, dès la transformation, dès notre fonds statutaire en 2015, c'est de ne pas obliger la souscription au capital. On a même également autorisé le remboursement partiel du capital. Voilà, on n'a pas voulu s'inscrire dans un cadre, rigide. Et bah, bon, si je me regarde, dans le rétroviseur, on a fait un choix gagnant parce qu'effectivement notre taux de sociétariat, illustre le fait que le choix est bon. Donc aujourd'hui effectivement, les 2 qui me manquent, c'est l'année d'ancienneté qui est requise, au contrat de travail pour pouvoir candidater au sociétariat. Heu, Notre organisation, bah, elle est propre à notre histoire, et même si le statut coopératif offre un cadre, ben, après il y a 36 000 manières d'avancer en coopérative. Donc bah, nous, elle est le reflet de notre histoire. Je pense qu'on n'est pas né SCOP, on n'est pas forcément né SIC, mais on est devenu, SCOP, en avançant ensemble et en évoluant, en grandissant, heu, en étant accompagnés. C'est le rôle de l'union régionale voilà, d'accompagner, ses adhérents. Nous, on a fait l'objet d'un accompagnement, que ce soit pour obtenir des fonds, pour grandir. On a été accompagnés pendant le covid aussi, voilà, l'URSSCOP était soucieuse de savoir si tout se passait bien chez nous. Donc voilà, c'est en avançant qu'on est devenu SCOP et que, on continuera à grandir d'ailleurs parce que, on est loin d'avoir, investi tous les champs, des possibles, permis, par le statut. Donc notre organisation,
Elle est relativement classique. Alors elle est teintée de verticalité parce qu'on a un organigramme qui dit pas autre chose, avec, des directeurs, des strates de management, intermédiaires, voilà, pour gérer nos différents pôles d'activité. Mais pour autant, ben, si on prend le temps de regarder comment on fonctionne au quotidien, comment on traite les aspects opérationnels, ben, c'est forcément, une manière de faire qui fait écho au statut puisque, ben, c'est fortement teinté de collégialité. On fait beaucoup de réunions, plus ou moins longues. On est très nombreux en réunion, mais voilà, on s'est rendu compte que c'était la très, très bonne manière de faire pour, prendre les très, très bonnes décisions ou à minima pour assumer tous ensemble, la décision qu'on est en train de prendre. Donc ça, c'est valable pour le quotidien, mais voilà, c'est valable également pour le stratégique. Alors pour le stratégique, on va beaucoup moins chez Libriciel, solliciter le collectif, à 100. Chez nous, parce que c'est notre histoire et qu'elle s'est construite comme ça, le conseil d'administration a un rôle, important, dans les destinées, de la société et il est convenu, au sein du sociétariat, que cette délégation, voilà, existe chez nous. Hem donc voilà, on a un CA qui est très, très présent, il est acteur de beaucoup d'enjeux, chez Libriciel. Alors les enjeux, forcément, liés à notre marché de référence, mais beaucoup d'enjeux RH également, la prospective, voilà. Hem, S'agissant du recrutement, et de notre capacité à recruter, donc nous, on est basé à Montpellier. Donc on fait de l'informatique à Montpellier, on n'est pas les seuls. C'est un marché de l'emploi qui est très tendu, parce que, ben, Libriciel, Scope n'est que Libriciel Scope et elle doit lutter contre, ben, des gros faiseurs, Atos, CGI, IBM, Ubisoft. Bon, bah, voilà des enseignes qui font rêver les jeunes diplômés, qui sont capables de baliser des carrières, dans les métiers de l'informatique. Donc on a dû, se donner les moyens sur ce terrain-là d'être, attractif. Alors ça n'a pas toujours été le cas, mais depuis 5-6 ans et puis de manière accélérée depuis le covid, et ben, on voit de plus en plus dans le discours des candidats qu'on a, pour les postes qu'on propose, ben, le vœu d'effectivement découvrir, un statut, alors qu'ils croient connaître, hein, donc ils expriment énormément d'attentes, hein. Du coup, c'est assez pressurisant pour les dirigeants parce que des fois, il faut rectifier, le propos. Il peut y avoir des fantasmes autour du statut coopératif, autour de la collégialité, à tous les étages. Encore une fois, hein, il y a beaucoup de manières de faire une société coopérative. Nous, on a notre manière et pour ne pas biaiser, les postulats d'embauche, on s'efforce d'être le plus transparent possible sur notre manière de fonctionner et bon, bah, voilà, soit ça attire pas, mais en tout cas, il y a le vœu, de plus en plus présent dans les entretiens d'embauche, auxquels je participe d'effectivement de découvrir ce mode de fonctionnement et surtout, surtout, surtout de se soustraire à ce qui est très, très présent depuis maintenant, 10 ans, une accélération, sur le marché de l'informatique, à la, une accélération très forte à la concentration des acteurs, sous l'impulsion des plus gros évidemment. Et donc les candidats veulent se soustraire à des changements inopinés d'actionnaires majoritaires, avec toutes les conséquences que ça peut avoir en interne, de restructuration, de licenciement et avec le vœu, ben, d'aller chercher beaucoup plus de stabilité et aussi, ben, oui, parce que le statut, nous y contraint et qu'on le fait volontiers, ben, ouvrir les portes à une plus grande participation, aux destinées de la société.
Donc oui, c'est vrai que le statut coopératif sous cet angle-là, sur ce marché de l'emploi-là, chez nous est devenu attractif parce que effectivement beaucoup de salariés, de l'informatique, plus ou moins seniors, en ont eu assez de vivre des rachats successifs et voilà, ils ont voulu s'inscrire dans des logiques, plus, long-termistes. Le covid a également, je dirais, créé de nouvelles, motivations, dans les recherches d'emploi, pour les jeunes diplômés. Donc moi, j'ai vécu, on va dire 2 grandes tendances. Avant le covid, c'est effectivement, bah, les écoles d'informatique qui jouent leur rôle et qui font miroiter des postes, dans les fleurons, de l'informatique et c'est des choses qui font rêver les jeunes diplômés. Je le comprends parfaitement avec effectivement des perspectives, de rémunération, bien, bien, bien placées, en tout cas bien mieux que ce que nous on était capable de faire. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout, ça qui anime, post-covid les jeunes diplômés. C'est vraiment la recherche d'une qualité de vie au travail qui permette, effectivement de créer des grands équilibres entre vie privée et vie professionnelle. Simon l'a dit, chez nous, c'est pas 35 heures théoriques, c'est vraiment 35 heures. Heu, alors ça n'a pas toujours été le cas, hein, quand on s'est créé et quand on fait de l'entrepreneuriat, au début, il faut s'investir pour exister. Mais une fois qu'on s'est donné une fois qu'on a eu des capacités supérieures pour faire vivre, notre projet social, ben oui, oui, on a très rapidement, ancré dans les mentalités que si les gens signaient des contrats 35 heures chez nous, c'était pour réaliser 35 heures. Donc voilà et puis niveau rémunération, parce qu'effectivement, bah, on connaît, on connaît les difficultés qu'on a eues, à nos débuts, à être compétitifs. Bah, on a essayé au fil du temps de gommer les écarts. Donc nous, on a des logiques de budgétisation annuelle qui sont des gestions en bon père de famille. Hem, pour faire simple, on n'investit pas l'année d'après, plus que ce qu'on a gagné en nouvelle part de marché l'année d'avant. Et chez nous, ça s'exprime de manière récurrente. Une nouvelle affaire, chez Libriciel, elle est présente dans notre chiffre d'affaires pour au minimum 3, 4 années. Donc, pour revenir au principe de gestion en bon père de famille, ben, on n'investit pas l'année d'après ce qu'on n'a pas gagné l'année d'avant, sachant qu'on a la certitude de retrouver ce chiffre d'affaires, les années suivantes. Et donc cette manière de fonctionner nous a permis au fil du temps de gommer les écarts de salaire qu'on pouvait avoir vis-à-vis des grosses sociétés informatiques, montpelliéraines et puis très rapidement on s'est pris au jeu et dans cette logique-là, ben, on a étoffé notre projet social et on a mis en place le principe d'augmentation annuelle récurrente tous les ans. C'est un principe chez nous. Tous les ans, il y a une conférence salariale. Tout le monde, est destinataire d'une augmentation. Heu, voilà et c'est souvent un montant mensuel, à 3 chiffres, qu'on est capable d'accorder, à nos salariés et sachant que ça revient tous les ans, bah, voilà, ça fait vraiment des accélérateurs de pouvoir d'achat et une capacité, pour les salariés chez Libriciel de se projeter sur leurs projets personnels avec, des capacités à venir sur lesquelles ils ont, un tant soit peu de certitude. Alors bon, tout ça, c'est forcément applicable dans un cercle, vertueux où tous les voyants sont ouverts et bon, c'est le cas chez nous. Mais on s'est déjà dit que quand ça ira moins bien, ben, il faudra qu'on sache se le dire collectivement et que, ben, on mette peut-être des freins à main sur tout ce qui paraît automatique, aujourd'hui, parce que ce sera juste raisonnable de le faire pour vivre, le moment difficile, qu'on est en train de vivre. Bon, on touche du bois, on l'a pas vécu, pas plus pendant le covid parce qu'en fait, collectivement, on s'est tous mis d'accord sur la meilleure manière de s'y prendre pour traiter, alors chez nous, c'était l'année 2020, hein, qui a été la plus dure, bah, pour tout le monde, j'imagine, mais en nous, elle s'est bornée à 2020. Heu, voilà, là, pour le coup, le collectif, le statut coopératif permet de vraiment traiter, parfaitement, de mon point de vue en tout cas,
un sujet aussi grave que celui-là, en préservant tous les enjeux qu'il y a à préserver. Donc, qu'est-ce qu'on a préservé? On a préservé le volet social. On n'a pas pratiqué de chômage partiel. C'est une décision qu'on a décidé tous ensemble, d'assumer. Voilà, on s'est dit que le chômage partiel, c'était pour d'autres, qui en avaient beaucoup plus besoin que nous et que si on se regardait objectivement, on n'était pas dans le besoin. Donc collectivement, on a décidé qu'on ne ferait pas de chômage partiel. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 12 mois? Pendant 12 mois, on a rattrapé le retard qu'on avait de ci, de là, bien volontiers parce qu'effectivement, il y avait des choses à rattraper. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a préparé 2021, ce qui commençait à pointer, son nez, c'est-à-dire, une refonte de notre chiffre d'affaires puisqu'il était constitué en grande partie de prestations sur site, donc très rémunératrices, enfin plus rémunératrices que ce qu'on était capable de pratiquer à distance. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, le covid aidant, les manières de faire, évoluant, on s'est retrouvé à devoir en fait composer avec, une réalisation à distance prépondérante par rapport à ce qu'on pouvait réaliser sur site, de notre fait ou du souhait de nos clients. Donc là, voilà, on a préparé ce 2021 là qu'on voyait poindre collectivement en faisant tourner les calculettes pour voir comment ça allait impacter notre chiffre d'affaires, cette bascule de ratio à distance. Et voilà, c'est comme ça qu'on a réussi à passer, honorablement 2021 et à relancer une pleine activité à partir de 2022. Voilà, je vais m'arrêter là, je sais pas, Élise, on avait dit que tu rebondirais éventuellement sur mon intervention pour la repréciser par rapport, alors je sais pas si tu avais des questions ou si les gens dans Beh, l'assistance ont des questions? je peux lancer une question et ça peut enfin, c'est peut-être pour les 2. Est-ce que c'est un atout commercial? Parce qu'à un moment, tu as parlé, est-ce que c'est un atout vis-à-vis des embauches, mais est-ce que le fait d'être en scope te permet d'avoir des marchés, ou pas forcément? Alors la loi dit qu'en cas d'égalité sur un appel d'offres, c'est la société coopérative qui gagne. Bon, maintenant, les commissions d'appel d'offres se donnent toujours les moyens de ne pas créer de contexte d'égalité. Maintenant, oui, c'est un atout commercial. On en a 2 en fait, chez Libriciel, mais c'est un combo en fait. Alors, comme on était une société coopérative et qu'on a dû aller chercher de l'intérêt collectif, on est allé chercher de l'intérêt collectif, au travers de nos développements qu'on publie sous licence libre. On fait du logiciel libre chez Libriciel. Et quand on met en œuvre du logiciel libre, dans une collectivité territoriale, on est capable de générer des économies de dépenses publiques puisque un logiciel libre, il n'a pas de licence d'utilisation payante. Donc c'est comme ça qu'on était allé chercher notre utilité publique, pour obtenir notre statut SIC. Heu, C'était une conviction, hein, aussi, hein, de la part des gens qui ont participé, au début de l'aventure. Mais aujourd'hui, le combo société coopérative, c'est-à-dire société pérenne qui ne sera pas rachetée, qui sera toujours en place, pour son client avec, des interlocuteurs identifiés, associés à la dimension logiciel libre et c'est un vrai atout, pour aller capter de la part de marché et créer de l'attrait, auprès de nos clients. Après, au-delà de ça, on a le qualitatif de nos applicatifs qui font qu'effectivement, oui, c'est ce qui prime avant tout. Mais, on va dire qu'en deuxième lecture, le statut coopératif et la publication sous licence libre de nos logiciels sont des vrais atouts, voilà, pour capter de la clientèle. OK. Après je sais pas s'il y a d'autres questions, hein? Je suis pas obligée, peut-être Camille ou j'en ai une autre sinon, mais tu parlais du conseil d'administration, qui Oui. avait une grande place, mais en fait, ce conseil d'administration, il est comment il enfin, c'est finalement, c'est des associés salariés qui sont dedans, non? Ah oui, alors désolé, je suis allé peut-être un peu trop rapidement. Donc on est une société coopérative, sous forme de SA avec un conseil d'administration. Donc je le rappelle, on est 75 et on a un conseil d'administration de 9 administrateurs composés exclusivement de salariés associés.
Voilà, avec des mandats de 4 ans. Voilà, c'est 4 ans chez toi. OK. Ouais, c'est 4 ans et le conseil d'administration élit en son sein, le PDG pour la mandature. Donc chez nous, on a un PDG qui a décidé, d'associer à ses fonctions de direction générale un directeur général délégué, donc c'est moi-même, parce qu'on a une organisation qui s'y prête. Voilà, après ailleurs, le DG est pas essentiel. Ailleurs, on peut avoir un président plus un DG. Donc chez nous, c'est non, le format, c'est CA de 9 administrateurs, administratrices et un PDG. Et le renouvellement, il est réel? C'est-à-dire que vous avez un conseil d'administration, qui change ou c'est toujours les Alors mêmes? non, non, c'est pas toujours les mêmes. On a un alors, j'ai une expression qui me vient tout de suite, mais c'est pas la bonne, c'est pas un noyau dur, mais, alors, il y a des dirigeants qui sont historiques, dans le sens où ils ont participé à la création, et que, ben, il semblerait que le suffrage leur donne, une certaine légitimité à être maintenus au conseil d'administration. Donc ça, c'est une réalité. On a un tiers de notre conseil d'administration qui est composé d'associés salariés fondateurs et les 2 tiers, restants, donc 6, et ben, c'est plutôt teinté d'alternance. Alors j'en ai beaucoup discuté avec, les sortants, les entrants, et il y a vraiment, sur ces 2 tiers, le vœu de permettre au plus grand nombre de partager l'expérience du conseil d'administration. Alors, bien évidemment, il faut le vouloir, hein, parce qu'il y a une démarche, de candidature, il y a une profession de foi aussi chez nous. Heu, donc ça, forcément, il faut en avoir envie. Mais, pour ceux qui sont sortis du conseil d'administration, ils ont argué qu'effectivement, il y avait le vœu de permettre à d'autres de vivre l'expérience. Alors je l'entends, c'est intéressant. Maintenant, dans les proportions de 2 tiers du CA, c'est un peu déstabilisant, parce que 6 nouveaux membres, tous les 4 ans, c'est forcément, passer par une étape d'appropriation, des sujets qui étaient en cours sur la mandature, précédente, parce qu'il y a pas de voilà, il y a pas de grand soir où on arrête tout et on recommence de zéro, hein, et les sujets, c'est des passages de relais. Donc c'est un peu déstructurant d'avoir un taux de renouvellement du conseil d'administration qui soit aussi fort. Je l'ai exprimé. C'est la vertu de la société coopérative, hein, c'est de pouvoir se dire les choses et si j'ai pas, en tout cas, si j'ai pas été spécialement entendu sur le dernier renouvellement qui a eu lieu l'année dernière, bah, peut-être que la réflexion, va me faire son bonhomme de chemin dans l'esprit de tout le monde. Mais voilà, c'est un peu déstabilisant de perdre 6 administrateurs, et de devoir, ben, voilà, faire monter à bord 6 nouvelles personnes. Mais ça se fait très bien, hein. Il y en a toujours 3 qui étaient déjà là et ils ont cette mission de passage de relais. Voilà. OK, merci. Je ne sais pas si Camille, tu avais une autre question ou? Alors moi, j'ai pas forcément de questions. Je pense que je suis comme les participants. Je pense que j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai pris plein d'informations, vraiment plein, plein d'informations. Ça permet d'ouvrir la connaissance, d'ouvrir la réflexion aussi. Et puis, c'était intéressant parce qu'on voit aussi les difficultés, les réussites. Il y a un petit peu les deux côtés. Donc, en fait, c'est super. Merci, Élise, aussi d'avoir présenté les sociétés coopératives de façon compétitive. Moi, j'ai appris plein de choses comme le fait qu'une collectivité peut être, une SIC peut introduire une collectivité. Ça, par exemple, bah, ouais, typiquement, j'ai appris ça, c'était chouette. Et merci aussi, bah, du coup, à Mathieu, à Simon pour vos retours d'expérience Ah, et pareil, qui ont appuyé le fait que les sociétés peuvent être compétitives, donc tout en mettant l'humain, en fait. On remet l'humain, en fait, au centre de l'activité de l'entreprise et ça, c'est quand même très intéressant. Je pense que ça apporte une vision du travail qui est moderne et qui répond aux convictions des nouvelles générations ou des convictions post-Covid, en fait. Et je pense que c'est des témoignages qui sont très inspirants et que moi, je vais me permettre de repartager aussi. Je pense que c'est voilà, des témoignages qui doivent être entendus, une autre vision de voir le travail, voilà, la qualité du travail, comme vous disiez, Mathieu. je Je crois crois qu'il y a qu'il y une a... question. Ouais, je vais Vas-y. laisser la parole. C'est juste un petit commentaire pour Mathieu. Donc, Oui.
je suis développeur, je vous connais depuis des années. Oui. Et c'est vrai que je trouverais très intéressant de travailler dans une coopérative qui produit des logiciels libres. Mais je ne vous ai jamais envoyé de CV parce qu'en fait, les logiciels que vous éditez, je ne les trouve pas très intéressants. Je comprends que ce soit nécessaire de les avoir pour faire fonctionner les choses. Mais malheureusement, je préfère bosser sur des technologies qui me motivent plus. C'est dommage, sinon c'est avec grand plaisir que je serais allé vous voir. Surtout que j'aime bien l'endroit où vous êtes situé près de Cap Omega en ce moment. Ouais. Voilà, c'était juste un petit commentaire. Ouais. Mais sinon, à part ça, je vous reconnais dans tout ce que vous avez dit. N'hésitez pas à changer d'avis. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions? Bon. Après, on est dans le timing. Ouais. En tout cas, merci Mathieu et Simon, parce que c'était vraiment complémentaire et que ça apporte un éclairage concret de comment on le vit de l'intérieur. Avec plaisir. On a aussi Mathieu qui nous dit merci pour ce webinaire éclairant. Notre Mathieu. Écoutez, merci à tous. Je sais pas, Camille, tu veux conclure Non, merci beaucoup à vous pour vos interventions. Et puis voilà, vous recevrez le replay vidéo, le support aussi de la présentation. Et moi, voilà, je vais essayer d'utiliser ce contenu aussi dans d'autres façons pour pouvoir continuer à poursuivre ce webinaire un peu ultérieurement. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour l'organisation. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Ouais. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous. Salut. Bonne journée. Au revoir. À bientôt.